Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour la rubrique Vestiges des mémoires. Donc, la dernière fois vous m'avez accompagné sur un site avec Didier qui s'appelle Troglodytes et Sarcophages. Là je vous propose de nous accompagner avec Frédéric dans le village troglodyte de Rochemeunier, donc qui est aussi un musée. Vous allez voir, c'est un lieu qui est très très grand, avec plus d'une vingtaine de pièces. On va commencer notre visite par la chapelle qui est ici. Puis ensuite, nous allons nous aventurer un petit peu dans le site pour vous faire découvrir tous les objets et la vie d'antan, avec des petites interviews de Frédéric qui nous explique un petit peu le lieu, son histoire et le patrimoine. Et à tout de suite. Bonjour Frédéric et merci de m'accueillir ici au village troglodyte de Rochemeunier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, j'ai envie de dire, au monde d'Internet et un petit peu ce que vous faites ici dans ce site touristique? Alors ici, dans ce site touristique, on gère le musée en fait, qui correspond à une partie du village troglodytique de Rochemeunier. C'est-à-dire que dans le village, à un moment donné, tout le monde a creusé ses caves, ses tunnels, ses souterrains pour faire son habitation sous la terre, donc. Et il se trouve qu'on a dénombré une quarantaine d'anciennes habitations qui étaient utilisées comme des fermes, en fait. Donc les fermiers avaient leurs pièces de vie, leurs chambres, leur cuisine, ça c'est pour la famille, et puis les pièces de vie pour les animaux. Donc on avait comme ça l'écurie, la porcherie, la bergerie, le poulailler en souterrain, pour accueillir toute cette vie de ferme ici à Rochemeunier. Le musée donc présente une partie de ce village, 2 anciennes fermes troglodytiques. Tout ça c'est réparti à peu près sur 1 hectare. Aujourd'hui on présente 20 salles, donc toutes les pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ces musées, ces anciennes fermes sont aujourd'hui propriétés de la commune de Lourès-Rochemeunier qui exploite qui a ouvert en fait ces anciennes fermes à la visite depuis 1967. Voilà. Donc on est dans la 52e année d'ouverture de ce site troglodytique. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres pièces que vous n'avez pas encore découvertes dans des parties de la pierre, j'ai envie de dire, de la roche? Est-ce que vous savez? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine... le musée a été recensé, a été cadastré, donc tout ce qui se visite a été
identifié officiellement, on va dire. Mais c'est vrai que dans certaines salles, on rentre, et quand on tape du pied, on sent que ça sonne un peu creux en dessous. Ce qui veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir des cavités ou des trous, tout simplement, soit qui ont été comblés partiellement ou pas, ou qui peuvent correspondre à des cavités qui pourraient être exploitables ou qui seraient à découvrir dans les années à venir. Oui, ça c'est clair. Oui, ça demande de la technique et un budget, parce que si c'est sous-sol, c'est peut-être un peu compliqué ça vous fait condamner une pièce si vous voulez faire des recherches. Alors condamner une pièce, en tout cas s'il y a une cavité de découverte derrière une pièce existante, ça demanderait ponctuellement, oui, de condamner, pourquoi pas, cette pièce, mais une fois que c'est ouvert, voir si elle est exploitable ou si on peut l'ouvrir à la visite tout simplement, quoi. Donc peut-être aménagement. A priori, il n'y a plus grand-chose ici à découvrir sur la partie visitable. Par contre, chez les voisins, qui ont donc qui possèdent ces anciennes fermes troglodytiques sous leur maison actuelle en tant que maison moderne, en fait, oui, là, il y a des cavités qui sont encore à découvrir ou à redécouvrir, sachant que les cavités ici n'ont jamais été vraiment abandonnées. Les derniers habitants ici qui ont vécu dans le site, dans le musée d'eau, sont restés jusqu'en 1962. Ce qui veut dire qu'en 1967, c'est l'ouverture du musée. Il y a eu 5 ans, un laps de temps qui a permis à la commune de racheter les terrains, on va dire, et de aménager ça en tant que visite. Voilà. Et tout ça s'est fait au fur et à mesure depuis donc 52 ans. Au début, il y avait une première ferme, après il y a une deuxième ferme, et toute cette complexité en fait de souterrain qui a été aménagée au fur et à mesure des années. D'accord. Et parce que moi, il me semble, quand j'étais vraiment à l'école, d'avoir visité, je pense pas qu'il y avait autant de pièces de disponibles justement à cette époque-là, dans ma mémoire. Mais bon, ça date. Mais c'est vrai que quand on regarde les voisinages, j'ai fait quelques plans tout à l'heure, il y a vraiment des maisons où on se dit ça doit être d'une richesse encore là-dessous qui n'est pas exploitée. Non, mais c'est sûr qu'il y a énormément de souterrains sur Roche-Meunier, et là où on s'en rend compte, en fait, c'est quand on fait la visite. Donc il y a un périmètre défini, délimité pour la visite, mais à un moment donné, on va dans une pièce et on voit un mur. Ce qui veut dire que derrière ce mur, il y a quelque chose. Soit ça appartient à la même famille, à la même ferme, ou alors c'est que vraiment, à un moment donné, on était chez le voisin, qu'il y avait un passage qui permettait d'aller dans la maison du voisin. Alors soit c'était fait sciemment, en bonne entente avec son voisin, ou alors c'est qu'à un moment donné, quand on a creusé sa maison, on s'est dit, tiens, je vais agrandir ma maison, sauf que, manque de peau, le voisin avait déjà construit sa maison lui derrière. Donc à un moment donné, on s'est dit, ça ne peut plus aller, donc on a fait des murs pour délimiter un petit peu les propriétés. Ouais, j'ai vu ça, il y a des endroits, quand j'ai fait mon tour là, il y a des endroits, c'est vraiment marrant parce qu'on voit du falin, et 3 mètres au-dessus, là on voit un bout de mur qui est construit, on ne sait pas pour quelle raison. Alors moi j'étais en train de me dire, c'est peut-être pour retenir aussi peut-être éventuellement des éboulements de terre. Ça peut être des consolidations, oui. Voilà, et après on repart encore sur du falin, des trous, enfin, c'est... Non, voilà, parce que ici, l'histoire du village, c'est qu'ici on part du Moyen-Âge, en fait. On sait qu'au XIIIe siècle, à Roche-Meunier, les gens vivaient déjà dans des maisons creusées sous la terre. Donc organisées d'une manière beaucoup plus simple. En fait, ici, au Moyen-Âge, on est dans une ancienne carrière. Donc les paysans creusaient, on récupérait la terre, le falin, qui ressemble aujourd'hui beaucoup plus à du sable. Dès qu'on le gratte, ça descend, c'est vraiment très très friable. Donc ici, on est dans une ancienne carrière, les paysans creusaient, récupéraient la terre, le sable, soit pour mettre directement dans les champs. Dans un champ acide, on a une terre calcaire ici, ça équilibre l'acidité et c'est très bon pour les cultures. Ou alors le paysan pouvait le vendre directement dans un four à chaud, par exemple. Voilà. Donc ici, dès le début, en fait, quand on commence à faire une maison, on peut gagner de l'argent. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Par rapport au modèle économique aujourd'hui, quand on fait une maison,
généralement, on débourse pas mal d'argent pour avoir sa maison. Et que là, dès le début, on peut gagner de l'argent, ça c'est plutôt un beau modèle. Et puis, au Moyen-Âge, en fait, donc dans cette ancienne carrière, les carriers restaient sur place, donc pas mal de carrières, dans ce Val-de-Loire. Et les carriers, en fait, se sont rendus compte des avantages de cette roche de Falun, qui n'était pas trop humide, c'est comme du sable, hein, c'est-à-dire que l'eau passe à travers ces petits grains de sable et ne reste pas dans la roche, par rapport à une cave en tuffeau, par exemple, qu'on a sur les bords de Loire, où là, le tuffeau reste vraiment dans cette roche. Ici, par exemple, on ne pourrait pas faire du champignon. Les caves à champignons, aujourd'hui, sont faites dans du tuffeau, où on est vraiment plus humide que dans le Falun. Donc ça, c'est une propriété plutôt agréable pour une maison d'habitation. Donc on a une roche relativement sèche, on va dire, ou en tout cas qui laisse passer l'humidité, qui ne la retient pas. Et puis, comme toute habitation troglo, pour le Moyen-Âge déjà, eh bien, les personnes se sont rendues compte que sous la terre, que ce soit n'importe où, il fait frais. Et en tout cas, c'est tempéré. En hiver, on ne descend pas en dessous de 5-10 degrés. 5 degrés, c'est vraiment quand il fait vraiment très très froid dehors. Et puis en été, pardon, on est autour de 20 degrés dans les habitations souterraines. Donc voilà, donc ni trop chaud, ni trop froid, on s'en rend déjà compte dès le Moyen-Âge. Puis même si vous venez encore aujourd'hui, vous verrez, hein, c'est vraiment quelque chose de très agréable quand on fait la visite. Moi je suis venu l'été, c'était top. C'est sympa, hein, en Anjou, on peut avoir jusqu'à 35 degrés en extérieur. Vous avez 20 degrés, apportez votre petite laine d'ailleurs, ça serait plutôt recommandé. Hein. Sauf comme je dis souvent, bon, je suis un peu chauvin là-dessus, mais je dis souvent que l'Anjou c'est quand même le plus beau pays de France. Quoi. Je veux dire, il y a pas, mais ça c'est mon côté chauvin. On est d'accord, on partage ce point de vue-là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, avant de continuer, j'ai envie de dire ailleurs sur votre site, vous voulez parler un petit peu du coup des produits que vous proposez ici? Parce que je vois que c'est beaucoup de produits artisanaux, donc j'imagine que c'est des gens du coin. Oui, dans la boutique, on a des produits, des producteurs locaux. Donc, je parle, grand maximum, c'est 50 km autour de Rochemeignier ici. On a même une productrice vraiment très locale, l'apicultrice de la commune. Donc, le miel, on l'a avec les petites ruches qui sont réparties sur les différentes parcelles autour, sur la commune. Donc, ça, c'est plutôt vraiment le plus local qu'on puisse avoir. Et puis après, on a des produits sucrés, salés, des producteurs de Douai-la-Fontaine, Saumur. Voilà, on est vraiment sur du très local. Et ces produits locaux, on les met en valeur, entre autres, sur une journée cette année, en 2019. On va en faire une deuxième, une journée qui s'appelle les Saveurs des Troglos, qui se passe en juillet. On va en faire une aussi en automne. Donc on va avoir les Saveurs des Troglos d'été et les Saveurs des Troglos d'automne, où on va avoir justement, où on invite à chaque session, en fait, les producteurs et les artisans locaux, justement, pour pouvoir découvrir plus en détail toutes les richesses, en fait, qu'on a dans l'Anjou. Je ne vous parle pas du vin, bien sûr, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Mais voilà, on peut avoir des confitures. Et comment ça se passe quand ils viennent? En fait, il y a des stands un petit peu partout ou ils sont regroupés à un endroit? Alors un petit peu partout, pas trop partout, parce que, répartis, oui, partout dans le musée, ils ne sont pas juste sur un point particulier. À cette occasion, on rallume un four dans la deuxième cour de la ferme, et on fait des fouets, nous. C'est sur cette journée-là où les gens peuvent en acheter à l'unité, en fait. Voilà. C'est vrai que principalement, les fouets, on les mange dans la région, plus dans des restaurants où vous avez le menu, qui est très bon, qui est bien local. Mais voilà, donc là, c'est la journée de déguster des fouets à l'unité et surtout cuits par nos soins dans le four de la cour de la deuxième ferme. Voilà. Et puis autour de ça, donc, on a ces artisans qui sont positionnés plus dans la cour de la deuxième ferme. Et puis on a un espace avec un ancien bar qui a servi jusqu'aux années 70 de lieu d'encontre de la commune. Et là aujourd'hui, pour nous, qui est utilisé par un ancien vigneron, pour justement promouvoir et faire découvrir ces produits. Et quand vous dites les fouets, nous on dit les fouasses?
chez nous. Les fouets, les foisses, C'est ça pareil? revient exactement au même. Il me semble Ouais. qu'il y a juste une différence de région. L'Anjou Ouais, peut-être c'est plus dans ça. la fouille et la foisse, et la Touraine plus dans la fouille et la foisse, exactement. Parce que bah, moi, où Ouais. j'habite, c'est plus, on va dire, Plus le nord, on est dans la nord-ouest. fouée, et dans le sud, on est plus dans la foisse. D'accord, mais Voilà. c'est le même C'est produit. exactement C'est la très même très bon chose. ça. Un petit pain, Ouais. de grandeur d'une main à peu près, cuit au feu de bois, qui gonfle en fait en 3 minutes devant un feu de bois chauffé à 300 degrés. Donc voilà, c'est quand même bien chaud. Et puis ce pain gonflé, on l'ouvre et on le garnit de soit Fromage de chèvre, de confiture, de champignons, voilà. ouais, c'est très très Il y bon. en a pour tous les goûts. Mm. Ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est bien que vous mettez bah, tous ces produits en avant parce que ça fait partie d'une richesse aussi ici, je veux dire, dans notre région. Je vois par exemple tout ce qui est à base de rose, il me semble pas en avoir vu beaucoup ailleurs que justement dans le coin des troglodytes. Alors, c'est pas dû aux troglodytes particulièrement, mais c'est dû à Douai-la-Fontaine. On est à 5 km de Douai-la-Fontaine ici. Douai-la-Fontaine et sa région, parce que c'est pas que cette ville-là, où on a des producteurs de rosiers. Donc on a des rosieristes. Ce qui veut dire que ces rosiers après sont vendus dans tous les magasins de plantes, voilà, Les pépiniéristes. Les pépiniéristes exactement, que vous avez sur toute la France. Et étant donné que vous avez des productions de rosiers, ces rosiers donnent des roses. C'est simple à dire, et ces roses, au lieu d'être jetées, elles sont valorisées aussi au niveau local pour fabriquer justement des produits à base de rose. Donc vous avez du savon à la rose, des bonbons à la rose, du sirop de rose, de la crème de rose, du nougat à la rose, des confitures, de la gelée de rose particulièrement. Voilà. Donc il y a une multitude de produits à base de rose pour valoriser justement les roses qui poussent sur les rosiers qui ensuite eux sont vendus. Donc voilà la particularité de ce coin de France. Apparemment c'était hier jadis, hein, quand je dis jadis c'est période de guerre, c'était très utilisé justement, ils faisaient ça sur les vieux rosiers, ils appellent ça. Donc je pense quand ils disaient ça, c'était des rosiers qui avaient 20-30 ans, je pense. Mais je sais pas si vraiment ça maintenant, c'est vraiment une obligation. Je pars d'un principe qu'un rosier c'est un rosier et que qu'il ait 2, 3 ans, 20 ans, 30 ans, je pense que le produit finalement, on sent pas de différence au niveau du produit final, quoi. Alors oui, alors les techniques de rosieriste, je connais pas particulièrement. Hein, comment on produit un rosier et sur quelle rose on prend le produit, enfin de quel âge. Ça, je pourrais pas vous en dire plus. Par contre, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment présent dans la région. Et ce qui est information complémentaire, important, c'est que il existe un rosier qui a été créé à Douai-la-Fontaine du nom de Rochemeunier Village. Voilà, qu'on a dans les parterres ici. Un rosier qui est rose, mais aussi qui revient sur le côté jaune, un petit peu couleur falin, couleur de cette roche ici. Et c'était la volonté de ce rosieriste, justement, de créer un rosier à la couleur de la roche ici qu'on a dans le village, le falin. C'est très fort. Ouais. Bah, je vous propose qu'on aille se poser un petit peu ailleurs. Ok. Et puis, juste pour encore...
Donc nous voilà dans, on peut appeler ça une cour. Tout à fait. Voilà. Donc moi j'ai fait plusieurs fois le tour. Donc j'ai fait donc en 2017 comme je vous ai dit en famille etc. Là j'ai fait un tour avec mes grosses caméras pour faire des plans de scène. J'ai fait un petit tour avec ma GoPro. Et la question que je me suis posé plusieurs questions, notamment par exemple pour vous ici, quelle est votre pièce un petit peu coup de cœur? Alors la pièce coup de cœur de ce site en fait, et je pense que c'est une pièce coup de cœur de beaucoup de visiteurs, ça va être la chapelle souterraine. Vous êtes allé tout à l'heure, vous avez vu un grand volume comme ça, et c'est vrai que quand on arrive, enfin on visite les différentes pièces en fait de ces anciennes habitations souterraines. On a des habitations relativement modestes, on va dire, qui font, allez, on va dire entre 10 et 20 mètres de profondeur. Donc c'est appréciable, c'est agréable, c'est dépaysant. Hein. C'est avant tout ce point de rupture en fait avec notre vie moderne, une maison carrée, bien architecturée, alors que là tout s'est fait à la au pifomètre, j'allais dire, quoi. Enfin, selon les besoins et les envies des gens. Donc on a des pièces relativement adaptées à la vie quotidienne du Moyen-Âge jusqu'au fin 18e, on va dire, pour cette vie ici. Et quand on arrive dans cette chapelle souterraine, on arrive dans un grand volume, en fait, et franchement, on ne s'attend pas à ça. Et donc là, dans la chapelle souterraine, on a à peu près entre 10 et 15 mètres de hauteur sous plafond. Chapelle souterraine qui est située sous la route, juste quasiment à l'aplomb de l'église qui se trouve sur la rue. Ah d'accord. D'accord. Ouais, je vois. Voilà, donc on a franchement un beau volume avec des restes d'architecture de l'utilisation de cette pièce en tant que chapelle souterraine, avec des arcs gothiques, avec différents points, trous dans la roche, où on imagine dans chaque trou un bâton sur lesquels on posait une petite planche comme ça pour faire une étagère, pourquoi pas pour poser des objets de culte ou des objets du quotidien de cette chapelle souterraine. Donc voilà, donc franchement une belle pièce, voilà, tout simplement. Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes pouvaient rentrer dedans? Dans cette chapelle? Ouais. C'est une bonne question. Je sais qu'on a fait on a reçu des groupes dans cette chapelle souterraine, on a fait des soirées, et déjà quand on est une cinquantaine dans ce lieu, la pièce est déjà bien pleine. Ouais. Voilà. 50 c'est honorable. Donc déjà 50 c'est pas mal. Cette chapelle était donc utilisée entre autres, donc je vous disais depuis le Moyen-Âge, mais alors ici c'est un petit peu difficile à dater le Moyen-Âge, c'est pour le village. Ce qui est sûr, c'est que pour la chapelle souterraine, à un moment donné, au moment des guerres de religion, on est ici entre Angers et Saumur. Saumur est protestant, Angers est catholique, on est quasiment au milieu. Et on a eu pas mal de bagarres en fait dans les campagnes. On a un petit village qui s'appelle Varanne, qui a été complètement détruit à ce moment-là. Aujourd'hui, il reste juste le fronton de l'église dans le champ, hein, on peut le voir à 2 km de là. Et les habitants sans maison donc ont retrouvé refuge sous la terre, notamment dans le village de Rocheminier, et ont recréé un lieu de culte ici sous la terre et utilisé donc cette chapelle souterraine. Donc d'où cet espace utilisé, recréé, redécoré à cet effet. Quand on arrive dedans, c'est vrai que ça en impose. Hein. Moi, j'ai trouvé, j'en ai fait quand même quelques lieux depuis que je fais des vidéos sur Internet. Et on se pose aussi beaucoup de questions. On essaye d'imaginer un petit peu, c'est quoi la petite salle là qui est ouverte avec les trous qui sont tout autour. Là aussi, on voit une partie de mur que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a du falin, un bout de mur. Refalin, on se pose un peu la question pourquoi, où était l'entrée, où était la sortie, où était le prêtre, s'il y avait prêtre, s'il n'y avait pas de prêtre, puisque peut-être que les gens venaient juste comme ça pour prier finalement. Mais c'est vrai que pour moi, ce lieu sort vraiment du lot. Et après, il y a d'autres pièces, mais c'est des pièces de par leur décoration soignée que vous avez fait. Par exemple, la pièce où il y a les céréales, c'est tout bête, mais de voir les céréales qui étaient consommées à l'époque, on voit des lentilles, il y a 2-3 sortes de lentilles.
qui mange des lentilles maintenant, quoi. Très peu de personnes mangent des lentilles, je veux dire. Il n'y a pas forcément autant de variétés. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de la muséographie, hein, un grand mot pour dire que on expose de manière pensée, on va dire, les objets qui sont présents sur le musée. Voilà, sur certains points, on apporte une explication du quotidien d'il y a, on va dire, peut-être 100, 150 ans, des personnes qui vivaient ici. Puis comme vous dites, voilà, c'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses, mais de voir les choses, de pouvoir les toucher, de pouvoir s'en approcher, ça donne un sens à tout ça. Et ce qui est aussi très intéressant pour la visite aussi, c'est que vous avez dû voir toutes les photos aussi qui ont été prises dans les années 1910 et puis dans les années à peu près 70-80. 1970-1980 ici, dans le village de Rochemeunier, où on a toute une histoire par les images de la vie de ces personnes ici, dans les troglots ou dans les quelques maisons qui ont pu se bâtir sur le sol en tant que maison moderne, on va dire. Voilà, mais ça, effectivement, ça participe à l'explication et à la découverte du... Ouais, moi je me suis beaucoup attardé, c'est vrai, sur les photos parce que déjà c'est marrant, il y a une photo en particulier, il y a un monsieur, j'ai une impression de déjà vu. Et c'est à l'endroit, je crois, des tonneaux. Bah, je vous montrerai tout à l'heure quand on aura fini. Et c'est vrai que c'est de voir les gens vivre simplement, finalement, et la plupart ont le sourire, quoi. Ils étaient heureux de leur mode de vie ici. Et je voudrais rebondir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure en boutique au sujet des permis de construction. Enfin, pas de permis, si. Permis de construction, mais surtout que quand on investissait, c'était un bon investissement. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, je disais en fait qu'on pouvait gagner de l'argent, voilà. Quand on commençait à faire une maison. Oui. Et oui, parce que du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a un permis de construire quand on veut rajouter une pièce dans le troglodyte? Il n'y a pas besoin de permis de construire. Alors déjà, on ne construit pas, on creuse. Voilà. Donc permis de creuser, ce serait ailleurs. Mais alors... aujourd'hui, oui, vous avez besoin de demander une autorisation pour créer en fait une vraie maison sous la terre. Aujourd'hui, ce qui se fait quand vous habitez une maison troglo, soit vous l'avez héritée de vos parents, grands-parents, et ça fait partie de la famille, et que vous avez envie de vivre comme ça sous la terre, et ça se passe très bien. Maintenant, les vraies créations de maisons aujourd'hui sous la terre, les vrais creusements, il n'y en a pas, il y en a pas. Si vous voulez habiter un troglo aujourd'hui, vous en achetez un en fait. Il y en a, vous allez sur les sites d'annonces, J'en ai vu avant. Dans les agences, il y en a à vendre. Hein. Et alors soit c'est un troglo qui a été réhabilité en fait, un troglo qui a été modernisé, et auquel cas vous retrouvez tout le confort d'une maison moderne qu'on peut avoir par ailleurs. Ou alors c'est un troglo, une habitation qui a été abandonnée depuis 50, 100, 150 ans, 200 ans. Et là, vous achetez le trou, on va dire, et le terrain qui va avec, et après, il faut voir comment ça peut se passer. Ce qu'il faut regarder, c'est la solidité de la roche, voir si tout se passe bien. Et puis, bien souvent, dans les années après-guerre, on va dire, les troglos avaient été abandonnés ici, et un petit peu partout, hein, d'ailleurs. Et comme quand on a un trou à côté de chez soi, on n'aime pas les trous, donc on va les remplir. Ouais. Donc bien souvent, les trous ont servi de décharge. Donc quand vous achetez un troglo aujourd'hui, vous pouvez aussi acheter toute la collection des objets qui ont été mis à la décharge dans le trou que vous venez d'acheter. Donc ça peut être un beau défi à relever. Ouais, qui ont peut-être de la valeur. Parce que quand vous dites ça, j'ai regardé une fois par curiosité, et j'avais trouvé justement deux petites caves. Un peu troglo, par contre je sais pas si c'est du tuffeau ou du falin de mémoire, ça valait rien. 200 € les caves. Le problème c'est qu'il y avait 2-3 000 € de notaire forcément pour ça. Mais c'est vrai que ça peut être un défi intéressant d'acheter un petit truc comme ça, même pour s'en faire un parc enfin pas un parc, un terrain de loisirs. Un pied-à-terre pour le week-end, pour les vacances, des choses comme ça, ça c'est totalement possible. Parce qu'après, quand on est sous la terre, quand on vit sous la terre, c'est un mode de vie. C'est vrai que tout ce qui est retour à la nature, retour à l'essentiel, on va dire, ça c'est un bon moyen
que d'acheter un troglo, enfin de revenir dans un troglo. Ça c'est bien. Et puis on est au calme dans un troglo. Enfin, voilà, là on entend les petits oiseaux, c'est plutôt sympa. Le printemps arrive, mais bon. Mais sinon, c'est vrai que quand on est sous la terre, on n'entend rien. On est vraiment coupé des bruits. Isolation phonique, 100%, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous parliez de l'ambiance des troglos et d'éventuellement des choses qu'on peut trouver. Quand on achète un petit troglo, on peut éventuellement avoir un petit trésor derrière. Oui, un petit trésor derrière aussi, mais voilà, je voulais parler de la vie en troglo en fait. Aujourd'hui, quand vous vivez en troglo, vous vivez, alors vous avez vos pièces de vie en troglo ou en semi-troglo en fait, comme on a ici, c'est-à-dire que vous avez les pièces principales, la chambre, la cuisine, vous pouvez les avoir des pièces qui rentrent un petit peu sous la terre. Et bien souvent maintenant, les habitations modernes troglo ont une avancée style grande véranda qui relie justement ces différentes pièces qui sont devant la façade du troglo pour moderniser, puis pour apporter surtout de la lumière et un petit confort un petit peu de chaleur, je pense. Un peu de chaleur, exactement. Voilà. Et quand on regarde les maisons troglo aujourd'hui, la première ferme que l'on visite aujourd'hui, elle est totalement, les ouvertures sont totalement au sud. Voilà. Aujourd'hui, quand on construit une maison, on prend le terrain là où il y en a en fait. Et sans forcément regarder l'orientation de la maison. Enfin, surtout quand on est en ville, appartement, on peut avoir un avec les ouvertures totalement au nord et on n'a pas forcément le choix de tout ça. Donc voilà. Donc un bon plan, on va dire, pour les troglos, sachant que voilà, c'est vraiment une volonté ou un choix de vie de vivre un petit peu sous la terre, hein, ou alors côté vacances, côté c'est ça. Moi, quand j'ai regardé, c'était surtout dans cet esprit-là, un petit truc pas cher, pour aller se poser avec les enfants, ils mettent l'étoile, donc un petit bout de terrain dedans, et puis on fait un peu ce qu'on veut là-dedans, quoi. Pas besoin d'avoir un grand confort. Hein, si c'est juste de temps en temps comme ça, pour passer les week-ends, j'ai envie de dire, ça suffit. Et puis il y a des petits trésors, hein, ça j'en suis persuadé. D'ailleurs, en parlant de trésors, est-ce que quand toutes les pièces ont été refaites, j'imagine que vous avez dû retrouver des choses quand même très intéressantes à proposer au public. Alors les trésors, alors pas d'or ici à Rocheminier, désolé pour la mauvaise nouvelle. Les trésors, c'était effectivement les objets que les gens avaient laissés ou avaient remisés dans des troglos, dans des cavités qui n'utilisaient plus. Donc ça, c'est les trésors de la vie quotidienne, en fait. Des objets qu'on ne trouve plus aujourd'hui, forcément, qu'on n'utilise pas aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que ces troglos en tant que pièces d'habitation, en tant que ferme, enfin utilisés en tant que ferme, l'ont été jusque dans les années 60. Hein, je vous parlais tout à l'heure des dernières habitations. La première ferme utilisée jusqu'en 1962. Et quand on regarde ces fermes, en fait, elles sont taillées pour des ustensiles, pour du matériel à taille humaine. Hein. Quand on passe à la révolution industrielle, où on sort des grosses machines, imaginez aujourd'hui une moissonneuse-batteuse qui prend quand même pas mal de volume. Ces fermes n'étaient pas du tout taillées pour rentrer dans ces cavités, quoi. Donc on est vraiment sur un travail humain, un travail en famille, un travail de groupe, des maisons à taille humaine. Et c'est d'ailleurs donc l'un des points qui a fait que les habitations ont été peu à peu abandonnées pour l'utilisation de ces fermes. C'est que la mécanisation a fait que les fermes ont dû avoir de plus gros bâtiments pour accueillir ces plus grosses machines avec des rendements plus importants. À un moment donné, ces fermes ne correspondaient plus du tout à ce schéma de vie, quoi. Et quand on voit par exemple tout ce qu'il y a derrière vous, j'imagine que vous avez dû avoir des dons aussi de passionnés qui avaient l'envie comme vous de laisser en avant ces métiers d'antan. Vous n'avez pas trouvé, j'imagine, des chariots, s'il y a dû avoir des dons locaux de Monsieur Tout-le-Monde, par exemple. De Monsieur Tout-le-Monde, on les connaît bien, Monsieur Tout-le-Monde. Non, mais effectivement, il y a eu il y a toujours des dons. Hein. Tous les ans, on reçoit des dons.
de personnes qui débarrassent des greniers, des maisons de famille, où le grand-père et la grand-mère, malheureusement, voilà, disparaissent. Et avant justement de faire disparaître les objets qui sont dans des granges ou dans des greniers, eh bien pense à nous et nous apporte que ce soit des charrues, des brouettes, des fers à repasser, des objets du quotidien qui ont représenté la vie d'il y a 100, 150 ans et qu'on a tendance rapidement à oublier. Et dès le début, à l'ouverture du musée, effectivement, il y a eu des dons d'objets. Les objets ici présents dans le musée viennent d'abord des habitations du village de Rocheminier et on tourne à peu près à 20 à 30 km autour du village pour cette représentation de la vie d'il y a 100, 150 ans. D'accord. Et maintenant, donc on vous disiez, hein, il existe depuis 52 ans, oui. Ce qui est quand même, c'est honorable, 52 ans. Qu'est-ce que pour vous maintenant le projet le plus ambitieux que vous pourriez avoir ici, tout en restant raisonnable évidemment, qu'est-ce qui vous tiendra à cœur au musée de Rocheminier? Alors ce qui serait sympathique et ce qui est dans les cartons, on va dire, c'est on va continuer à faire bouger ces fermes, à faire vivre ces fermes, revivre ces fermes, comme on a déjà pu le faire dans certains points. On a dans une pièce, par exemple, on a fait l'habitation augmentée. C'est-à-dire qu'on a une pièce de vie, la pièce principale de cette deuxième ferme, une pièce de vie, on a le four, on a le lit, une pièce qui pouvait servir de multifonction, en fait, une pièce de vie principale. On a mis du son, des images, justement, pour la faire revivre. Les gens se posent et puis on est là, on écoute les petits bruits du quotidien, on met la table, on allume le feu dans la cheminée, on entend le cheval qui arrive au niveau de la porte, on entend le coq qui chante dans la campagne, la cloche un petit peu au loin, voilà, les bruits un petit peu oubliés qu'on n'entend plus en ville, ça c'est clair. Dans les campagnes, les cloches de moins en moins, voilà, donc on recrée cette vie sonore et visuelle d'une habitation d'il y a quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. Donc continuer dans cette trajectoire-là, et puis continuer aussi à animer ce site, parce que c'est vrai qu'on vient avant tout voir les troglots, les maisons souterraines, on se dit j'en ai jamais vu, je vais enfin les découvrir ou voir à quoi ça ressemble, et faire découvrir ce site d'une manière différente. Je vous parlais des saveurs des troglots en invitant des artisans et producteurs locaux. C'est un point. En faisant des jeux, on va continuer à faire des jeux aussi. L'année dernière, on a fait des escape games et des murder parties. On va continuer cette année également. On fait des spectacles, des soirées contes, voilà, des choses comme ça. Le but, c'est faire découvrir le lieu d'une manière différente pour les enfants, pour les adultes, pour tous les âges. Et ça, les étrangers. Et les étrangers, c'est vrai qu'on reçoit 25% d'étrangers quand même, à peu près sur toute l'année. Donc c'est plutôt important. Moi, mon ami allemand, comme je vous disais, vous aviez donné un petit plan de visite. Un petit plan, il a tout compris. En plus, en Allemagne, il me disait que c'est vrai qu'il y a des troglots. Mais ça court pas les rues comme ici. C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Les troglots en Allemagne, on les voit plus en souterrain de château, au nord, juste après la frontière alsacienne, là, sur la forêt noire. On a pas mal de troglots à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste assez marginal par rapport à nous, ce qu'on peut avoir dans tout ce Val-de-Loire, où on a quand même plusieurs milliers de kilomètres de galeries dans le Val-de-Loire, entre Douai-la-Fontaine, Saumur, les anciennes carrières ou des anciennes habitations, comme ici on peut l'avoir à Rocheminier. Et vous voyez, une petite idée là qui m'est venue en parlant avec vous et justement de projets et tout ça. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'essayer de trouver des gens qui sont passionnés de jeux de rôle et de faire périodiquement un petit week-end
jeu de rôle, c'est-à-dire que le visiteur, lui, vient en tant que visiteur, mais il est tout de suite plongé dans l'ambiance avec des gens en tenue d'époque, avec pourquoi pas remettre une chèvre là-bas avec 2-3 poules. Vous voyez, ça fera un peu du. Bon, la comparaison, certes, est un peu ambitieuse, mais un puits du fou de troglodytes. Et puis du foot troglodyte. Vous voyez, on serait baigné dans l'ambiance. Ça sera un beau projet, effectivement. Mhm. Alors, ce sont des points auxquels on pense, et d'année en année, voilà, on met ce style d'idées en place. Alors pourquoi pas un jour, effectivement, il faut nous suivre là. Ah bah moi ça me plairait beaucoup, j'adore. Hein. Vous avez les décors, En fait, ce qu'il faudrait, je dis c'est toujours facile, hein. Ce qu'il faudrait proposer, mais il faudrait trouver, pourquoi pas une association, ça doit bien exister de gens qui aiment les jeux de rôle, et de leur proposer, eux ça leur plaît parce qu'ils viennent jouer leur truc. Et puis bah vous êtes content parce que ça donne un petit peu d'animation, quoi. Alors ce qu'on fait depuis 3 ans, pour la prochaine année, enfin pour cette année 2019, il y a une association qui existe dans le village, sur la commune de Rochemeignier, qui s'appelle l'association Les Petites Cheminées, où le dernier samedi du mois d'août, il y a un festival qui s'appelle donc Les Petites Cheminées, où là on a des personnes qui sont costumées selon l'époque. Ça c'est top. Voilà. Et après, donc, il y a plein d'animations dans le musée, des spectacles dans les rues du village, voilà, pour tous les âges également. On finit par une déambulation nocturne avec des éclairages des rues, des petites cheminées justement de ce village. Alors petites cheminées, pourquoi en 2 mots? Parce que quand on est dans une habitation troglo, on est tous sous la terre, donc on est sous le niveau du sol, et la fumée de la cheminée, qui se trouve dans la cuisine ou dans la chambre par exemple, sort par une cheminée qui elle est au-dessus, qui sont en fait le témoin des habitations qui sont sous la terre. Donc voilà, d'où le nom de cette association. Donc il y a une journée déjà existante par rapport à des gens costumés, à une ambiance d'antan, on va dire. D'accord. Pour conclure, est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets ou proposer aux viewers de ma communauté de vous rendre visite? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Eh bien que vous serez bienvenus, ça c'est sûr, au musée Troglo de Rochemeignier. On est quasiment ouvert toute l'année, on est juste fermé décembre et janvier. Donc depuis le mois de février jusqu'à fin novembre. On peut visiter dans des conditions différentes au niveau météo. Vous voyez, aujourd'hui, je suis content un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'en été, on parlait de la bonne température, la bonne fraîcheur qu'on peut avoir en été. Donc en toute saison, il y a toujours une bonne raison de venir à Rochemeignier. Surtout, vous vendez du café si besoin, des boissons fraîches, des glaces, il y a les tables. Il y a les tables, il y a la terrasse, il y a la boutique, il y a la buvette, il y a les animations beaucoup plus développées de juin jusqu'en septembre. Et voilà, tout ce qu'il faut. D'accord. Merci Frédéric. Merci beaucoup.